Fondation d'innovation pour la démocratie en Afrique faisait partie des 13 recommandations contenues dans le rapport avec un comité que j'avais mis sur pied, j'avais présenté au président Emmanuel Macron en amont du sommet de Montpellier qui a eu lieu en 2021. La fondation a été actée, les statuts ont été signés et on l'annonce ce soir. Que le Burkina Faso est devenu indépendant. Dans le Mali voisin, on en est à je ne sais plus combien de coups d'État. Coups d'État dans des coups d'État, dans des coups d'État, un cycle qui a l'air pour le moment d'être... On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Vous vous déplacez du Mali et du Burkina, vous allez en Guinée, l'État voisin, plus ou moins la même chose. Vous revenez du côté du golfe de Guinée, l'Afrique centrale, les dinosaures. Les leaders au pouvoir depuis 40 ans. Moi, dans le pays où je suis né, tous ceux qui sont âgés de 40 ans n'ont connu qu'un seul chef d'État, qui, si Dieu lui donne vie, sera candidat à sa propre succession ad aeternam. Je ne parle pas des voisins, au Gabon, des successions de père et fils, au Togo la même histoire, au Sénégal des velléités de changement de la Constitution pour qu'on ait le troisième mandat, alors que la Constitution prévoit très bien qu'après 2 mandats, vous dégagez. Voilà un peu le tableau. Et c'est des choses, j'imagine, on en parle dans le monde. Donc vous avez ce tableau-là, vous avez, de l'autre côté, un continent peuplé en très grande majorité par des jeunes et des femmes. La moyenne d'âge en Afrique, c'est à peu près 19 ou 20 ans, pour la grande majorité des habitants du continent. Au pouvoir, vous avez des vieux hommes âgés, les plus jeunes, c'est entre 70 et 76 ans. Donc une gérontocratie qui règne sur des sociétés complètement neuves, mais où la majorité démographique a été transformée en minorité politique. Et où, à cause de la rigidification des institutions, de l'absence de renouvellement du personnel politique, de l'imitation, l'importation d'idées qui ne correspondent pas à grand-chose sur le terrain, c'est ce que Marie aime essayer de montrer, où les choses sont bloquées, au point où, presque chaque semaine, vous apprenez, il y a des jeunes qui sont morts, ils essaient de traverser la Méditerranée pour aller dans des endroits où personne ne les attend. Ils ne seront pas du tout accueillis. Voilà la situation. Alors la question, c'est de savoir comment on va débloquer cette situation. Qui va la débloquer? Quelle force sociale faut-il mobiliser? Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Cartographier, on a commencé à le faire, et identifier la somme des initiatives qui ont d'ores et déjà cours. Parce que c'est pas, on commence pas de zéro. Il y a des choses qui se font. Qu'est-ce qui se fait? C'est qui les acteurs au Cameroun, au Gabon, au Tchad, au Nigeria? De quoi ont-ils besoin? Et c'est ce qu'explique Marie, qu'ils disent eux-mêmes de quoi ils ont besoin. On en est là, on a conduit des tas d'études qui
permettre de répondre à cette question. Un survol rapide des conclusions de ces recherches montre quoi? Un, ils ont besoin d'appui à la formation. Il y a une grosse demande de formation par le biais de parcours pédagogiques ciblés qui peuvent prendre plusieurs formes. Deuxième catégorie de besoins, il y a un énorme besoin de recherche, mais pas de recherche théorique, de recherche ouverte, multi-acteurs, qui implique beaucoup de monde, pas uniquement les universitaires, recherche ouverte sur l'action. Parce que beaucoup pensent qu'il n'y a qu'en Afrique où on peut agir sans se fonder sur la recherche. Ce n'est pas vrai. Il y a un énorme besoin de soutien financier pour construire, pour les institutions de la société civile, des institutions fortes. Donc, il y a un besoin de mise en réseau des différents acteurs pour qu'ils ne se sentent pas isolés, pour qu'ils sachent que ce que je fais en Côte d'Ivoire, je peux compter sur d'autres qui font plus ou moins la même chose au Tchad, au Niger, et ensemble, on fait corps. Donc, mise en réseau par l'utilisation, par exemple, des technologies d'aujourd'hui, parce qu'elles permettent de faire ça, par l'accès à une plateforme où il y a des ressources intellectuelles, documentaires, des images, par le biais d'une chaîne YouTube, par exemple, où on rend audibles les voix que beaucoup tendent à marginaliser, par le biais de podcasts, par le biais de tribunes dans certains de vos journaux, mais aussi via d'autres supports. Voilà quelques exemples concrets de la somme d'actions qui se dessine. Mais on veut répondre à cette question collectivement. On est face à une impasse parce que un cycle historique se clôt. C'est fini, le cycle historique de la France-Afrique. Le cadavre J, il est peut-être encore brûlant, mais c'est un cadavre. Et ça, beaucoup d'Africains ne s'en rendent pas compte. Beaucoup d'Africains pensent que la France est encore toute puissante. Elle peut faire exactement ce qu'elle veut partout sur le continent. Ce n'est plus vrai. Et donc, il faut que nous, les Africains, nous nous réveillions et que nous prenions la mesure de ce que représente cette fin d'un cycle historique. Alors, ce cycle historique arrive à sa fin, il se clôt, alors que personne n'a pensé à une alternative. Ni les Français, ni les Africains. Et donc, on est face à une impasse qui n'est pas seulement politique, qui est aussi intellectuelle. Et donc, lorsque le président Macron est arrivé au pouvoir, il s'en est rendu compte, il le sait. Il le sait bien mieux que certains de nos dirigeants en Afrique, qui ont vécu dans le cocon de la France-Afrique et qui n'ont jamais imaginé qu'il était possible d'en sortir. Il le sait. Et donc, il a fait une proposition. Cela fait 60 ans, sinon plus, que nombre d'acteurs de l'émancipation africaine demandaient à la France de s'asseoir et de dialoguer avec eux. Au lieu de s'asseoir et de dialoguer avec eux, la France les a persécutés, on a assassiné un bon nombre. Moi, dans mon pays,
peux vous donner des noms. Mais ce n'est pas seulement dans mon pays, dans d'autres pays. Et donc nous avons revendiqué pendant 60 ans que la table soit mise en place pour qu'on discute, parce qu'il n'y a pas d'autre voie hors du dialogue. Et ça, j'ai vécu 22 ans dans ce pays pour bien le comprendre. Que pour sortir d'une impasse, il faut dialoguer. Alors moi je ne comprends pas quelle est cette attitude où, bon, on a demandé pendant 60 ans à dialoguer, quelqu'un arrive et dit oui alors faisons-le, et nous avons peur. Et nous sommes dans le oh ils vont nous manipuler, oui ils vont faire ceci, ils vont faire cela, nous nous dérobons. Moi, dans ma réflexion théorique comme dans mon parcours académique, je n'étais pas ça. Faire pari sur le futur et prendre des risques. J'ai pris un risque de participer du dialogue critique en étant confiant de qui est-ce que je suis, d'où est-ce que je viens. J'ai aucun doute sur ce en quoi je crois et ce qui me fait mouvoir. Et lorsque je discute personnellement avec les autorités françaises, ils savent sur quelle base est-ce que, d'où est-ce qu'on part, quelles valeurs on défend. Et donc je souhaite que les Africains soient courageux, qu'ils sachent ce qu'ils veulent et qu'ils discutent d'égal à égal. Si par exemple le Mali ne veut plus la France au Mali, eh bien vous discutez et puis vous arrivez à un accord. C'est comme ça. Alors, la France est devenue un gros différent parmi nous en Afrique. On se bat parce qu'on n'est pas d'accord sur comment il faut se tenir face à elle, comment il faut la traiter. Certains veulent qu'elle dégage le continent, mais ils n'en ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens de la dégager. Parce que s'ils avaient les moyens, ils l'auraient dégagée plus longtemps. Mais bon, ils veulent la dégager du continent. D'autres veulent d'elle qu'elle leur donne des gages. Montrez-nous que vous avez changé. Mais tant que vous ne l'avez pas montré, on reste entre nous. D'autres acceptent de s'impliquer dans une attitude de dialogue critique. Moi, j'appartiens à ce camp. Et c'est ce que je fais. Et franchement, j'ai de compte à rendre à personne. Parce que je le fais en mon nom propre. Je le fais au nom de qui que ce soit d'autre. Et je pense personnellement que c'est la voie à suivre. C'est la seule voie raisonnable. Et c'est dans ce cadre que le travail fait dans le contexte de la Fondation prend sens, c'est-à-dire monter ensemble de nouveaux outils, des outils intelligents qui montrent que nous pouvons nous relier les uns aux autres autrement, pour créer des liens qui libèrent en lieu et place des liens qui oppriment. C'est ça le pari. Mais c'est un pari, rien ne dit que ça va marcher. Mais si on ne fait pas de pari, alors bon, il faut dégager la scène de l'histoire. L'histoire, c'est ça, c'est faire des paris, de s'impliquer, de défendre ce en quoi on croit, de le faire intelligemment. C'est ce qu'on essaye de faire, de travailler avec les fragments de la France qui partagent cette analyse et créer des espaces, un nouvel écosystème qui permettent de montrer concrètement qu'on peut faire les choses autrement.